السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Tout d'abord, je remercie l'African Society for Immunodeficiency pour l'organisation de ces journées de formation sur le déficit immunitaire primitif. Donc, dans le cadre toujours de cette formation, donc dans le cadre du programme Casa Septembre, deux séances ont été déjà organisées, ou plutôt trois, concernant le déficit immunitaire de l'enfant, une pour les infirmiers, et aujourd'hui, la séance va être dédiée pour le déficit immunitaire de l'adulte. Donc, c'est dans le cadre de Adultes et Project. Bon, tout d'abord, je me présente. Je suis professeur Moudatir, interniste au CHU de Casablanca, et je m'occupe du déficit immunitaire avec le chef de service professeur Kabli. Et aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir professeur Abir, qui est professeur de médecine interne à l'université Mohamed VI, qui va nous animer la séance concernant le déficit immunitaire de l'adulte. Donc, vous aurez dans le programme d'aujourd'hui, tout d'abord, la présentation des 10 commandements concernant la prise en charge du déficit immunitaire et d'abord les moyens diagnostiques du déficit immunitaire primitif de l'adulte. Et puis après, il y aura une illustration de ces commandements par des cas cliniques. Donc, il y aura une discussion sur 3 cas cliniques avec les résidents du service de médecine interne. Avant de donner la parole à professeur Alaoui, donc j'aimerais juste insister sur 2 points. Tout d'abord, donc les 10 commandements sont disponibles sur le commentaire YouTube. Donc vous pouvez les consulter sur YouTube. Deuxième chose, pour les gens qui n'ont pas pu assister en live, ils auront l'occasion de revoir cette diffusion, donc, et ils pourront passer le test pour pouvoir avoir le certificat. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à professeur Alaoui Abir qui va nous présenter et nous animer cette session. Donc, comme je vous ai dit, elle va présenter tout d'abord les 10 commandements et puis après les cas cliniques. À toi la parole, professeur Alaoui. Merci Madame Moudatir, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour animer l'atelier A-Project ou l'African Project pour la session adulte qui a été lancée par l'African Society for Immunodeficiencies avec la Société marocaine des déficits unitaires primitifs, la MSPID, pilotée par le professeur Bousfeha. Donc, nous aurons l'occasion de rappeler les 10 commandements qu'on a élaborés pour les déficits unitaires primitifs de l'adulte. Et ensuite, nous allons présenter quelques cas cliniques pour illustrer l'usage en pratique de ces différents commandements. Donc, nous allons commencer tout de suite par les premiers commandements. Voilà. Alors, pour nous mettre directement dans le bain, donc il faut rappeler quels sont les contextes cliniques qui nous feront penser à un déficit immunitaire primitif. Donc, nous savons tous que on pensera automatiquement à un déficit immunitaire, soit primitif ou acquis, devant des infections inhabituelles. Inhabituelles par leur fréquence, leur répétition, ou par leur sévérité. Donc, ce sont des patients qui vont être hospitalisés plusieurs fois par an, pendant de longues durées, qui vont avoir besoin généralement d'antibiotiques et généralement d'antibiothérapie par voie intraveineuse. C'est des patients qui auront également des germes inhabituels, donc ce ne seront pas des pneumopathies à germes banals, mais plutôt des fois à des germes opportunistes. Ça, c'est le premier signe d'alarme qu'on connaît presque tous en tant que professionnels de santé. Mais il y a d'autres signes d'appel qui pourraient aussi être une porte d'entrée dans le diagnostic des déficits immunitaires primitifs, notamment, par exemple, les lymphoproliférations, c'est-à-dire un patient qui va se retrouver avec des adénopathies ou des adénites. Une hépatosplénomégalie dans l'étiologie n'a pas été étiquetée. Un patient qui va
avoir des signes auto-immuns, des cytopénies auto-immunes. Par exemple, un patient qui va présenter pendant plusieurs années une anémie hémolytique auto-immune et c'est qu'après 5 ans ou 6 ans de ce diagnostic qu'il va commencer à présenter des infections à répétition. Et c'est là, 6 ans après, qu'on va porter tardivement le diagnostic d'un déficit immunitaire primitif et on aurait loupé l'occasion de le découvrir avant l'installation de ces infections, peut-être avant l'installation, par exemple, d'une dilatation de branche. Donc, on a planté le décor, on sait maintenant quand on doit penser à ces déficits immunitaires primitifs, mais là, il faut déjà écarter le déficit immunitaire le plus fréquent, qui est le déficit immunitaire acquis à l'infection rétrovirale ou au VIH. Donc, toujours, première règle, écarter un VIH qui peut vraiment mimer un déficit immunitaire primitif. Deuxième étape, tout aussi simple, demander une électrophorèse des protides. C'est un examen biochimique, pas très cher et qu'on a à la portée de nos mains, qui va peut-être être la première clé du diagnostic des déficits immunitaires primitifs. Après, donc l'électrophorèse, si elle nous montre une hypogammaglobulinémie, on pourra aller dans le détail de ces immunoglobulines et demander le dosage pondéral des IgG, IgA, IgM et IgE. Troisième étape, tout aussi simple, c'est demander une radio thoracique, donc un examen aussi pas cher, très disponible, c'est un examen de dépistage qui peut très facilement nous montrer l'existence d'une dilatation de branche. La dilatation de branche a plusieurs étiologies. Parmi les étiologies possibles, c'est les déficits en anticorps. On peut aussi avoir à cette radiothorax un plumatocèle. Alors, ce que c'est un kyste plein de pus. D'accord? Ce kyste plein de pus peut être l'anomalie qui pourrait nous révéler un syndrome hyper-IgE qui est aussi un déficit immunitaire primitif. Sur une radio thoracique, on peut avoir une masse au niveau donc, de l'aire thymique. On sait très bien que le thymus chez l'adulte, c'est un organe qui va involuer, qui va perdre du volume. Donc, le fait d'avoir une masse au niveau du thymus, ça nous prédit donc un thymome. Et dans le contexte où on pense à un déficit immunitaire lors d'infections à répétition ou d'agamaglobulinémie, on peut être devant le syndrome de Good, qui est aussi un déficit immunitaire qui se déclare, lui, surtout chez le sujet âgé, au-delà de 60 ans. Alors, on a dit, première étape, c'est de mettre en évidence une hypogammaglobulinémie, déjà à l'électrophorèse des protides. C'est une situation qui n'est pas si rare que ça. Donc, le fait d'avoir une hypogammaglobulinémie est une situation que le praticien, le généraliste, le spécialiste peut rencontrer plusieurs fois dans sa pratique. Donc, il faut toujours éliminer les causes les plus fréquentes, qui sont les causes secondaires, avant de penser à un diagnostic ou au diagnostic de DIP, qui sont beaucoup plus rares que, par exemple, certaines prises médicamenteuses qui pourraient occasionner transitoirement une hypogammaglobulinémie, notamment, par exemple, la prise de corticothérapie. Nous savons bien que nous, les internistes, nous les utilisons assez souvent, donc notamment à forte dose et au long cours. Et ces corticoïdes peuvent occasionner un déficit en IgG isolé de façon transitoire. Bien sûr, la chimiothérapie, les immunosuppresseurs peuvent tous être responsables de cette anomalie. Il y a aussi les infections, donc on a bien parlé du VIH, mais il y a d'autres infections, notamment les infections à herpès virus, l'Epstein-Barr, le cytomégalovirus, qui peuvent également donner une hypogammaglobulinémie transitoire. Les cancers, troisième grande cause dont il faut se méfier devant une hypogammaglobulinémie globale. Donc, notamment les hémopathies malignes, les lymphomes et les myélomes.
ce que j'aimerais bien aussi que vous reteniez, c'est le fait d'avoir une hypoalbuminémie qui va s'associer à une hypogammaglobulinémie. Il doit toujours nous faire rechercher une cause secondaire, notamment une fuite. Alors, quand on n'a pas de gamma-globuline ou quand ils sont diminués, c'est soit on ne les produit pas correctement, soit on les perd quelque part. Donc, je peux les perdre au niveau, par exemple, rénal lors d'un syndrome néphrotique, mais aussi, par exemple, lors de diarrhée chronique au niveau digestif sur un tableau d'entéropathie exsudative. Donc, le mot-clé, c'est de se méfier des causes secondaires d'hypogammaglobulinémie qui sont beaucoup plus fréquentes avant d'aller dans le diagnostic d'un déficit immunitaire primitif. Si jamais on a bien écarté nos causes secondaires, on est bien devant un déficit immunitaire primitif de l'adulte, il faut connaître que dans 90% des cas, ça serait un DICV ou le déficit immunitaire commun variable. C'est très simple en disant comme ça. Donc, c'est vraiment, chez l'adulte, c'est vraiment beaucoup plus simple que chez l'enfant. L'enfant, vous avez une multitude de syndromes, de maladies, de déficits immunitaires qui peuvent exister chez l'adulte. Dans 90% des cas, c'est le déficit immunitaire commun variable. Alors, quand doit-on y penser chez un adulte, jeune ou un adolescent, même chez un sujet âgé? Je dois y penser, donc on va se répéter pour bien ancrer les choses, devant des infections inhabituelles, on a dit par leur sévérité, par leur fréquence, par leurs germes, devant une hypogammaglobulinémie à l'électrophorèse des protéines. Et quand j'ai une hypogammaglobulinémie, c'est un défaut en anticorps. On sait très bien que les cellules qui produisent ces anticorps, ce sont les lymphocytes B, en se transformant en plasmocytes. Donc, le fait d'avoir un déficit en anticorps, logiquement, on va se dire peut-être j'aurai un déficit dans la quantité, dans le taux des lymphocytes B. Eh bien, dans le DICV, ce n'est pas la quantité qui fait défaut, mais ce sont les fonctions, le fonctionnement du lymphocyte B, CD19, qui ne fonctionne pas très bien. Donc, j'aurai un taux normal aux sous-populations lymphocytaires. On a parlé donc du mode de révélation le plus connu et le plus courant, ce sont les infections inhabituelles, mais également, dans le DICV surtout, on a un grand apanage vers l'auto-immunité, vers des signes donc, de cytopénie auto-immune, d'arthralgie inflammatoire, polyarthrite, uvéite, lymphoprolifération sous forme d'adénopathie, d'hépatosplénomégalie, et des fois, quand on biopsie ces adénopathies, quand on biopsie le foie ou le tube digestif, on peut tomber sur des granulomes. Donc, c'est une pathologie bien curieuse. Et si je suis devant donc, un tableau de DICV et que je le confirme, je dois rechercher donc, les anomalies qui peuvent s'y associer, donc auto-immunes notamment. Donc, je dois rechercher des signes de maladies auto-immunes chez le patient, mais également revenir à la fratrie et aux parents, peut-être aux cousins, cousines, tantes, oncles, à la recherche de maladies auto-immunes qui se sont déclarées chez les membres de la famille. Je dois aussi rechercher dans les antécédents du patient l'antécédent d'anémie hémolytique auto-immune, d'un purpura thrombopénique immunologique ou plutôt d'une thrombopénie immunologique comme nouvelle nomenclature, la recherche de signes articulaires, de signes cutaneo-muqueux, la recherche donc à l'examen clinique et aussi par l'imagerie de syndrome tumoral qui peut être le révélateur de lymphoprolifération sous forme d'hépatosplénomégalie ou d'adénopathie, et peut-être aller biopsier donc les organes tuméfiés et tomber sur une granulomatose. Dans le bilan, je demanderai toujours donc une numération formule sanguine, notamment à la recherche de ces cytopénies auto-immunes, le CUMS qui va me confirmer le caractère auto-immun, notamment le CUMS-. Je rechercherai l'existence d'auto-anticorps, notamment les anticorps antinucléaires, les anticorps anti-thyroïdiens pour une thyroïdite d'Hashimoto, par exemple, qui peut s'associer au DICV sous forme de maladie auto-immune associée.
Si jamais j'ai un patient qui a donc une forme digestive, des diarrhées chroniques, je n'hésiterai pas à lui demander des examens parasitologiques. Des fois même sur les biopsies digestives, je peux rechercher le Giardia. Donc le Giardia, vous l'avez bien connu en cours de parasitologie, dans les cours de malabsorption. C'est un germe qui n'est pas banal parce que généralement, le patient immunocompétent, il se défend très bien contre le Giardia. Donc, si j'ai un patient chez qui je mets en évidence la présence de giardiose, c'est un patient qui probablement a un déficit immunitaire, notamment un DICV. Donc, vous voyez bien qu'on a demandé des PCR à la recherche, par exemple, d'infections chroniques, HVB, l'hépatite C, et qu'on n'a pas demandé donc des sérologies parce que c'est des patients qui vont avoir du mal à fabriquer des anticorps. Ils ont même du mal à avoir une réponse vaccinale normale. Et c'est aussi un critère diagnostique pour poser le diagnostic d'un DICV, rechercher donc la réponse vaccinale. Donc, chez un patient chez qui je dois diagnostiquer un DICV, chez qui j'ai diagnostiqué un DICV, que je dois chercher l'existence d'une hépatite, par exemple B ou C, je ne vais pas demander une sérologie ou je ne vais pas me contenter de demander une sérologie, mais je vais demander plutôt une PCR. Si j'ai des signes d'appel d'infection opportuniste, je dois les chercher comme ce qu'on fait pour le VIH. Par exemple, un patient qui va se présenter pour une dyspnée hypoxémiante, à la radio, j'aurai un syndrome interstitiel, je n'hésiterai pas pour faire le bilan d'un pneumocystis gyrovésien. Je dois rechercher les infections, je dois également rechercher les lymphoproliférations et les granulomatoses. Donc, j'aurai très souvent besoin de demander une imagerie, notamment une TDM thoracique et une TDM abdominopelvienne ou au moins une radio thoracique et échographie abdominopelvienne selon la disponibilité de ces examens dans le lieu de l'exercice. On a dit bien sûr, c'est des patients qui font des infections respiratoires, des infections digestives, mais pas que. Ils peuvent avoir une inflammation digestive qui pourrait nous donner des diarrhées chroniques ou donner des tableaux qu'on appelle Crohn-like. On peut avoir un Crohn associé à des infections à répétition, ça serait un véritable DICV. Et j'aurai des malabsorptions à mettre en évidence, des gastrites à mettre en évidence. Donc, j'aurai besoin d'endoscopie très souvent lorsqu'on a une manifestation digestive. Pour notre sixième commandement, donc le DICV, on a dit que c'est simple pour y penser, mais des fois, c'est très difficile pour le diagnostiquer parce qu'il y a plusieurs facettes à ce déficit. On a parlé d'infection, on a parlé d'auto-immunité, on a parlé de lymphoprolifération et des fois, c'est une sarcoïdose. Donc, un diagnostic de sarcoïdose qui nous paraît tout à fait banal, un patient qui va nous faire une uvéite, une atteinte respiratoire, je fais une biopsie des glandes salivaires ou une biopsie ganglionnaire, je vais tomber sur un granulome. Mais normalement, si je pense à une sarcoïdose, qu'est-ce que je devrais habituellement avoir dans une électrophorèse? Une hypergamma-globulinémie. C'est une maladie où on a une hyperactivation du lymphocyte B et une hyperproduction des immunoglobulines. Si je tombe sur une hypogamma-globulinémie dans un tableau de sarcoïdose, même si je n'ai pas d'infection à répétition, c'est probablement un DICV, d'accord? Et je dois aller dans cette piste-là. Le DICV, comme les déficits immunitaires primitifs, ce sont des maladies qui ont une base génétique. Donc, j'aurais tendance à rechercher dans la famille des antécédents de déficit immunitaire primitif. Peut-être pas un DICV lui-même. Donc, des fois, on a des familles où il y a un patient qui a une agammaglobulinémie, ou ce qu'on appelle la maladie de Bruton, et un autre patient qui va avoir un DICV dans la même famille. Donc, des fois, on a des spectres différents. Dans cette recherche aussi, on n'oublie pas aussi de rechercher des maladies auto-immunes parce qu'on a vu que ça peut être une porte d'entrée dans les déficits immunitaires. Donc, le fait
de rechercher les antécédents familiaux et même de revenir vers l'enfance ou des morts subites, des morts inexpliquées dans l'enfance, dans la fratrie ou dans les cousines, cousins, rechercher une consanguinité dans le premier, deuxième, troisième degré. Peut-être des fois, on n'a pas la consanguinité dans la définition claire. Des fois, c'est des gens qui sont du même droit ou de la même campagne, et c'est des gens qui ont quand même partagé à un certain moment certains gènes. Et l'idéal, c'est de dessiner, quand on pense à une maladie génétique, l'arbre généalogique est toujours d'un grand intérêt. Donc, le fait de prendre l'habitude de dessiner dans le dossier du malade l'arbre généalogique peut nous aider à faire le diagnostic et également par la suite peut-être rediriger la famille et le patient vers un conseil génétique. Alors, on a dit que le DICV, c'est surtout des infections pleuropulmonaires, respiratoires, à répétition. Mais on a dit qu'il y a certains patients qui vont beaucoup faire d'infections opportunistes, donc comme un VIH. Ces patients-là ont plus une perturbation du lymphocyte B, du fonctionnement du lymphocyte B, on a aussi une perturbation du fonctionnement du lymphocyte T. Donc, il y a un déficit dans l'immunité cellulaire. On sait très bien l'importance de l'immunité cellulaire dans le combat des infections opportunistes. Ce genre de patients, ils vont rentrer dans un cadre qu'on appelle le LOWKI, c'est Late Onset Combined Immunodeficiency, c'est le déficit immunitaire combiné tardif, si on veut en français, parce qu'on le voit surtout chez les petits-enfants qui ont un déficit dans le lymphocyte P et dans le lymphocyte T. C'est des enfants qui meurent malheureusement à la jeune et qui ne sont pas greffés, mais des fois, ça ne se déclare que vraiment tardivement dans la vie, et ça donne ce low-kit chez le sujet adulte. Alors, septième commandement, ce septième commandement, c'est surtout dirigé vers les centres de recherche, les centres de référence qui s'occupent, c'est-à-dire spécifiquement de ces maladies, pour aller un peu plus loin dans le diagnostic de ces patients-là. Donc, à votre stade déjà d'y penser et de poser le premier diagnostic, c'est très bien. Mais des fois, on peut aller chercher, par exemple, la mutation génétique qui va donner ce déficit immunitaire. Il faut savoir que le DICV, c'est comme si on parlait de diabète ou d'hypertension artérielle. On sait que le diabète, par exemple, c'est une maladie polygénique. Il n'y a pas un seul gène qui va donner le diabète. C'est une multitude de gènes qui vont s'associer pour donner le terrain favorisant du diabète. C'est la même chose pour le DICV. C'est plusieurs gènes qui vont se mettre ensemble avec des facteurs environnementaux et ça va favoriser l'apparition de ce déficit immunitaire. Des fois, dans 20% des cas, c'est un seul gène ou une seule mutation qui va prédisposer à l'apparition d'un déficit immunitaire. C'est ces cas-là qui vont présenter le plus d'antécédents familiaux, par exemple, qui auront plus de consanguinité, et ces cas-là peuvent bénéficier d'un conseil génétique par la suite. Donc, on a parlé d'exploration génétique dans la recherche un peu poussée diagnostique, mais aussi on a ces fameux lymphocytes B, on a dit qu'ils sont présents à un taux normal, mais qui fonctionnent mal. Et si on veut comprendre pourquoi ils fonctionnent mal, il faut savoir que les lymphocytes B, c'est un groupe de lymphocytes, d'accord, qui ont tous la casquette du lymphocyte B, mais ils ont différentes perruques, si on veut, d'accord? Il y a les lymphocytes B mémoire switchés, il y a des lymphocytes B qu'on appelle transitionnels, des lymphocytes B naïfs, etc. Donc, c'est différents stades d'évolution, de maturation du lymphocyte B. Et dans le DICV, on a une population particulière des lymphocytes B qui serait basse, c'est les mémoires switchées. Et à côté de ce groupe de lymphocytes B, il y aura plus ou moins un mauvais fonctionnement ou un hyperfonctionnement des autres types de lymphocytes B. Donc, ces groupes de patients qui auront des lymphocytes B qui ne se ressemblent pas vont avoir des évolutions différentes.
Donc, il y aura des gens qui vont faire que des infections à répétition, d'autres qui vont faire plus de maladies auto-immunes, plus de lymphoprolifération et plus de risques, par exemple, de cancer. Donc, le fait d'aller un peu plus loin dans le diagnostic immunologique, peut nous permettre de prédire le pronostic des patients et peut-être leur proposer différentes thérapeutiques par la suite. Donc, on a dit ce 7e commandement, ce n'est pas vraiment la première base pour poser le diagnostic, c'est quand on veut aller plus loin dans la prise en charge des déficits immunitaires. Alors, les déficits immunitaires, on a dit primitifs de l'adulte, c'est 90% un DICV. C'est ce que vous devez vraiment retenir, en gros. Mais des fois, on peut tomber, notamment dans notre carrière d'interniste, on peut tomber sur d'autres maladies, par exemple, qui sont aussi des déficits immunitaires, le syndrome de Goutte. Le syndrome de Goutte, c'est un syndrome qui va se déclencher chez l'adulte, généralement au-delà de 60 ans. Et on a dit à la radio thoracique, je dois rechercher le fameux TIMOM. Qu'est-ce que j'aurai à l'électrophorèse? Une agammaglobulinémie tardive. Donc, je n'aurai pas ni d'IgG, ni d'IgA, ni d'IgM. C'est aussi des patients qui vont faire plus d'infections opportunistes. Donc, on a dit infection opportuniste, donc immunité cellulaire, donc lymphocytes T perturbés et bas. Donc, dans le syndrome de Goutte, c'est les deux. C'est les lymphocytes B qui seront à 0 et les lymphocytes T qui seraient perturbés. Soit ils sont bas, soit ils fonctionnent mal. Et j'aurai aussi des fois des leucopénies, des érythroblastopénies et des fois au niveau cutané un lichen. Ça, c'est le syndrome de Goutte. Il y a aussi le syndrome hyper-IgE. Généralement, il se déclenche chez le jeune enfant ou l'adolescent. Et dans 25% des cas, on peut le rencontrer au-delà de 30 ans. D'accord? Il va se manifester par des manifestations surtout cutanées. J'aurai des abcès froids, des pneumatocèles, vous vous rappelez, donc on a dit ces kystes remplis de pus au niveau pulmonaire. J'aurai des adénites traînantes, donc des ganglions qui vont s'infecter et être purulents de façon chronique. Et j'aurai surtout des germes cutanés, notamment des infections à staphylocoque et à candida à répétition. Si vous vous rappelez, le syndrome de Job, donc Job, c'est Nabi Ayoub, c'est le prophète Job, donc ça vient de l'histoire religieuse de ce prophète qui, dans l'histoire, il présente infection cutanée à répétition, du pus à répétition. C'est de là qu'ils ont pris le nom pour appeler les syndromes hyper-IgE les syndromes de Job. Ça, c'était l'ancienne appellation. Donc, le troisième syndrome sur lequel on aimerait attirer l'attention, c'est la chronique granulomatose disease ou la CGD. C'est la granulomatose chronique aseptique. C'est une maladie où on aura des infections, des granulomes et une inflammation. D'accord? Les infections, ça sera surtout des infections à aspergillose. Donc, l'aspergillose, vous la voyez très bien, on la voit surtout chez les patients sous chimiothérapie, fortement immunodéprimés, en hématologie par exemple. Le fait d'avoir un patient qui n'a jamais eu d'histoire de chimiothérapie ou de cancer et qui va vous venir avec une aspergillose par exemple pulmonaire, ça doit attirer la sonnette d'alarme. C'est un patient qui a un déficit immunitaire. D'accord? Par exemple, si ce patient, je trouve à côté de l'infection pulmonaire à aspergillose, je trouve des adénites ou si ces ganglions purulents qui fistulisent, des granulomes, ce n'est pas une tuberculose, je n'arrive pas à diagnostiquer une tuberculose, je dois penser à ce diagnostic-là. Et chez les internistes, c'est aussi un diagnostic très important parce que je peux avoir des tableaux qu'on appelle des pseudo-B7. Donc, c'est un patient qui pourra développer des aphthoses buccales et génitales, mais c'est un patient qui va faire des infections inhabituelles. Donc, un B7, on sait très bien que ce ne sont pas des patients immunodéprimés. Même si on leur donne des immunosuppresseurs, généralement, ils ne posent pas vraiment de problème d'infection à répétition ou d'infection à aspergillus. Si j'ai un B7 qui est un peu atypique, qui me fait des infections à répétition, notamment des infections
à Aspergillus, je dois penser à une CGD. D'accord? Donc, on a rajouté 3 diagnostics en plus du DICV, tout simple. Mais le plus gros de l'IA, c'est le DICV que je dois garder à l'esprit. Alors, j'ai bien diagnostiqué mon malade, qu'est-ce que je dois lui proposer? Donc, il y a plusieurs volets thérapeutiques dans la prise en charge des déficits immunitaires. On a bien sûr la supplémentation en immunoglobuline qui est la pierre angulaire, mais aussi l'antibioprophylaxie, la vaccination. Des fois, on parle de greffe, on parle de thérapie génique, d'accord? Mais là, vu qu'on est dans une séance de formation initiale, on va mettre le point sur la thérapeutique la plus essentielle. Ces patients, ils n'ont pas d'immunoglobuline, donc tout logiquement, je dois leur fournir ce dont ils ont besoin. Donc, je dois leur donner les immunoglobulines. Donc, il y a 2 façons de donner ces immunoglobulines. On peut les donner par voie intraveineuse, on peut donner par la voie sous-cutanée. Généralement, quand on vient de diagnostiquer un patient qui a un déficit immunitaire, on commence toujours par la voie intraveineuse. Généralement, c'est une thérapeutique qui se donne mensuellement, chaque mois, fait 3 semaines. Et la règle, c'est chaque mois. La deuxième règle, c'est à vie. Donc, c'est des patients qui ont un déficit immunitaire qui est génétique, qui va être toujours là avec eux. Donc, ils vont être supplémentés à vie. Et qui dit médication à vie, dit problème d'observance, d'adhérence, donc utilité ou importance d'une bonne éducation thérapeutique. Donc, qui dit également une thérapeutique à vie, dit avoir un registre ou un cahier pour pouvoir suivre donc, les prises de ces immunoglobulines de façon mensuelle. Donc, la tenue d'un cahier de perfusion d'immunoglobulines est très importante. On doit notifier le poids. Pourquoi, à votre avis, on doit notifier le poids? Voilà, c'est des doses adaptées en fonction du poids. Donc, nos patients, ils grandissent, ils perdent, ils prennent du poids. Donc, je dois être capable de modifier selon le poids. La température, donc je dois être sûr que le patient n'est pas infecté actuellement quand je donne ma perfusion. Et si jamais il a eu un incident, une allergie, je dois le mentionner. Et bien sûr, mentionner toujours les valeurs résiduelles. C'est quoi ces valeurs résiduelles? Normalement, on doit avoir le taux d'IgG résiduel, c'est-à-dire avant que je lui donne, c'est-à-dire c'est un patient qui a déjà eu, par exemple, plusieurs perfusions d'immunoglobulines, c'est un patient que vous suivez depuis quelques mois, vous devez savoir combien il lui reste d'immunoglobulines entre les 2 perfusions pour voir s'il est bien protégé ou si on doit augmenter les doses, par exemple. C'est une valeur très importante à avoir. Et pour ces immunoglobulines, donc la première fois donc, où on donnera les immunoglobulines, le patient doit être très bien surveillé parce qu'on peut avoir des chocs anaphylactiques, des réponses inadéquates, des surcharges. Donc, la présence d'un personnel infirmier très bien formé est aussi très important pour la bonne, c'est-à-dire la bonne conduite de ces médicaments chez les patients. Et il y aura un projet dédié donc, aux infirmiers sur le sujet. Donc, il faut également savoir que les immunoglobulines ce sont des médicaments très difficiles à avoir actuellement. C'est une denrée rare et c'est même inscrit par l'OMS comme médicament devenu essentiel. Donc, il faut vraiment sensibiliser les médecins à la bonne utilisation de ces immunoglobulines, notamment dans les autres indications. Parce que pour le déficit immunitaire primitif, pour ce patient, il n'a que ce médicament, donc il n'a pas d'autre alternative et il ne vit que de ce médicament. Donc, c'est des patients qui sont prioritaires pour ces médicaments. Alors, notre dernier commandement avant d'attaquer les cas cliniques, il faut savoir que le déficit immunitaire primitif, finalement, c'est une maladie chronique. D'accord? Donc, c'est un patient que vous allez voir et suivre pendant des années et des années. Donc, il peut avoir des périodes d'accalmie, des périodes où il va très bien,
mais il ne faut pas, c'est-à-dire les louper, c'est-à-dire quand ils vont commencer à vous faire des complications, il faut les détecter en ayant un contrôle régulier. Parmi les complications, bien sûr, tout ce qu'on a vu, inflammatoires, auto-immuns, etc., mais également, ils ont un surrisque de faire des cancers, notamment des lymphomes, des adénocarcinomes gastriques, etc. Donc, c'est des patients qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut suivre longtemps. Ce suivi est généralement supervisé par un interniste ou immunologiste clinicien, mais c'est aussi un suivi qui est multidisciplinaire. Donc, généralement, on aura besoin de se concerter avec des gastro-entérologues, par exemple dans les cas de diarrhée chronique. Dans le cas d'infection à répétition, de dilatation de bronches, j'aurai à me concerter avec un pneumologue. Donc, c'est des malades généralement à discuter en RCP, en staff, et qu'on doit voir collégialement. Finalement, donc on a vu qu'on a des démarches à suivre pour poser le diagnostic d'un déficit immunitaire primitif, mais des fois, on n'a pas tous les critères. On sent que c'est un déficit immunitaire. On sent que c'est un patient qui ne ressemble pas aux autres patients. C'est une sarcoïdose inhabituelle, c'est un B7 inhabituel, c'est un lupus inhabituel, ou c'est une infection inhabituelle. Donc, je sais que probablement, il y a un déficit immunitaire primitif sous-jacent, même si je n'ai pas l'électrophorèse comme je veux ou les immunoglobulines comme je veux. Et là, quand j'ai ce flair ou ce sentiment qu'il y a un déficit immunitaire primitif derrière sur mon flair clinique, qu'est-ce que je fais? Je dois le référer à un centre de référence aux experts du domaine parce que eux, on a dit qu'ils peuvent aller encore plus loin que l'électrophorèse, encore plus loin que les sous-populations lymphocytaires. Ils peuvent aller à la génétique, ils peuvent aller à des explorations immunologiques un peu plus poussées que ce qu'on fait, nous, en routine. Donc, je crois qu'on a fini donc, nos 10 commandements. Et si vous avez déjà des questions par rapport aux 10 commandements, on peut les prendre maintenant, avant de passer au cas clinique et aux questions. Est-ce qu'il y a des choses à éclaircir? Est-ce que... On peut toujours aussi les améliorer, les 10 commandements, parce que c'est le travail de la MSPID avec professeur Moudati et le professeur Bousfeha. Donc, on peut toujours les rendre encore plus simples, les rendre plus lisibles pour vous. Si vous avez des questions, on est là. Sinon, si vous avez des questions en cours de route, on peut toujours les prendre. On est prêt pour les cas cliniques, c'est bon? Très bien. Donc, on va commencer par... donc, on aura 3 groupes. Le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Et chaque groupe aura à discuter un cas clinique, d'accord, à répondre aux différentes questions. Donc, on va essayer de donner 10 minutes à peu près pour chaque cas clinique pour bien les lire et bien répondre aux questions, d'accord? Donc, on va commencer par le premier cas clinique. Donc, c'est le cas. Donc, c'est une patiente qu'on vient de recevoir de chez professeur Bousfeha la semaine dernière, d'accord? Donc, c'est une patiente de 65 ans. Elle est française de nationalité. Et c'est une patiente qui, depuis 2-3 années, elle commence à faire des infections, notamment sino-pulmonaires à répétition, des sinusites et des bronchites à répétition. Et sur la dernière année en cours, elle a fait pas moins de 4 épisodes d'otite purulente. Donc, elle a du pus qui coule des 2 oreilles sans avoir ni diabète, ni prise médicamenteuse particulière. Quand on voit sa numération formule sanguine, donc, et c'est là, c'est pour ça qu'elle a vraiment consulté. C'est surtout pour les ecchymoses qu'elle a développées et aussi ce qu'elle a vu, ce que le médecin a vu au niveau
de sa numération formule sanguine. Donc, vous voyez bien qu'elle a des échymoses, donc plein d'échymoses, et sur la numération formule sanguine, elle avait des plaquettes à 3000, d'accord, et une lymphopénie à 800. Donc, elle est reçue par un hématologue en urgence et qui va lui faire donc un premier bilan. Donc, vous avez une splénomégalie qui va être découverte à l'échographie, d'accord? Et vous avez son électrophorèse des protides donc sur la slide avec les différents dosages des immunoglobulines. Donc, vous allez prendre les questions et on va revenir à… Vous ne voyez pas les… Alors, les immunoglobulines sont à 0,7, les gamma-globulines, pour une normale minimale à 7. D'accord? Et les IgA, ils sont à 0,07 pour une normale minimale à 0,8. Les IgG à 1,02 pour une normale minimale à 6. Et les IgM à 0,15 pour une normale minimale à 0,22. Voilà. L'aspect de l'électrophorèse, vous voyez bien? Le tracé, vous ne le voyez pas? Hein, il est bien visible, le tracé. Oui. Alors, on va vous donner les questions et on va revenir après à la vignette clinique. Donc, la première question, quelle est l'anomalie? Donc, vous notez, quelle est l'anomalie mise en évidence par l'électrophorèse des protides? Quels sont les diagnostics à éliminer en premier lieu devant ce tableau clinico-biologique? Si vous avez à me donner 2 diagnostics, par exemple. Quels sont les signes orientateurs chez cette patiente pour un déficit immunitaire primitif? Quel est le déficit immunitaire primitif qui vous vient à l'esprit, le premier? Quelles sont les manifestations non infectieuses associées à ce type chez cette patiente? Et quel traitement vous allez lui proposer et pour quelle durée? Donc, si vous avez pris les questions, c'est bon? Donc, je reviens à la… Je vais vous donner… On va se donner combien? 10 minutes? Moins? 10? On va se donner 10 minutes alors. Parole du groupe A. D'accord. Alors, pour la première question, allez-y. Donc, pour la première question, c'était quelle est l'anomalie objectivée au niveau de l'EPP? Donc, on note une hypogammaglobulinémie très importante. La deuxième question. Très bien. Donc, c'est une bonne remarque. Toujours faire attention à l'albumine à côté. Très bien. Alors, pour les 2 diagnostics à éliminer en premier lieu, donc on a pensé en premier lieu à une infection rétrovirale devant les infections à répétition. Et en deuxième lieu, à une hémopathie maligne, soit un lymphome ou bien une leucémie. C'était surtout devant la cytopénie et le syndrome tumoral, la splénomégalie. Orientateur vers un DIP. Donc, c'était les infections à répétition avec leurs caractéristiques sévères et c'était aussi des infections inhabituelles. Et aussi la fréquente association à des anomalies à type de lymphoprolifération et même des cytopénies. Donc, dans ce cas-là, il faudra compléter par un bilan immunologique, un test de Coombs pour classer cette cytopénie et aussi cette splénomégalie. Donc, le type de DIP, on a retenu un DICV. C'était surtout devant le dosage pondéral des immunoglobulines. Donc, on a les 3 qui sont diminués et surtout les IgA et IgG, donc, qui sont plus caractéristiques du DICV. IgM, certes, c'est diminué, mais ce n'est pas très, très bas, ce n'est pas effondré. Les manifestations non infectieuses, c'est les cytopénies et la splénomégalie. Donc, pour le traitement, c'est à base d'immunoglobulines. Ce serait un traitement IV, 0,4 à 0,8
Très bien. Donc, vous avez très bien retenu les commandements, les premiers commandements. Donc, on va les voir un par un. Voilà, donc on va revoir les questions une par une. Pour la première question, donc, vous avez tout à fait raison. Donc, on le voit très bien. Donc, cet aspect presque inexistant de la courbe habituelle qu'on a des gamma-globulines. Donc là, elle est presque inexistante. Donc, c'est une hypogammaglobulinémie très sévère. Donc, elle est à 0,7 grammes par litre avec une albumine normale. Donc là, on a utilisé le deuxième commandement où il faut demander l'électrophorèse. Quels sont les diagnostics à éliminer en premier lieu? Vous avez bien dit, donc, notamment devant l'âge de la patiente, la splénomégalie, le syndrome tumoral et l'atteinte hématologique. Donc, une hémopathie maligne paraît très importante à éliminer en premier lieu. C'est ce qu'a fait l'hématologue quand il a reçu donc, la patiente. Il lui a fait 1 mg et une BOM qui se sont révélés tout à fait normaux. Et vous avez si bien dit qu'il faut demander un COMPS pour étayer la nature auto-immune de cette atteinte hématologique. Donc, elle est revenue avec un COMPS positif, un COMPS direct. Et on ne va pas oublier de demander toujours la sérologie VIH ou écarter une infection rétrovirale parce que un VIH peut donner tout ce tableau qu'on vient de voir chez cette patiente. Donc là, on a aussi éliminé dans l'interrogatoire la prise de certains médicaments. Donc, on a utilisé le commandement numéro 3. Pour les signes orientateurs, donc on avait les infections à répétition, notamment les infections pulmonaires et ORL, sont très caractéristiques des déficits immunitaires en anticorps, d'accord, notamment le DICV. L'existence de l'association avec la cytopénie auto-immune et la lymphoprolifération sous le visage de la splénomégalie. Donc là, on a utilisé le commandement numéro 1, le commandement numéro 5. Et vous l'avez bien dit, le déficit qui nous paraît le plus probable, vu la fréquence déjà, et vu la présentation clinique. Cette association entre manifestations infectieuses, auto-immunes et lymphoprolifératives, l'hypogammaglobulinémie avec le déficit en immunoglobuline assez important en IgG et en IgA, nous font penser à un DICV. C'est le commandement numéro 4. L'infectieuse associée auto-immune et la lymphoprolifération avec la splénomégalie. Pourquoi cette question? C'est juste pour vous mettre à l'esprit que ce n'est pas toujours les infections à répétition. Des fois, le mode de révélation, c'est soit une atteinte auto-immune, soit c'est une atteinte lymphoproliférative. Et quel est le traitement? Bien sûr, c'est une patiente qui n'a presque plus d'immunoglobuline. Elle fait des infections sévères à répétition, donc elle aura besoin d'une supplémentation d'immunoglobuline à vie. C'est le commandement numéro 9. Donc voilà, avant de passer au cas clinique numéro 2, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce premier cas clinique? Pas demander systématiquement un immunophénotypage des lymphocytes T. D'accord. Du fait de l'âge de la patiente, est-ce qu'il ne faudrait pas demander systématiquement un immunophénotypage des lymphocytes T pour notamment éliminer un syndrome de Goutte? Pour le syndrome de Goutte, donc si on avait par exemple la gamma-globulinémie, si on avait ce que je n'ai pas raconté dans l'histoire, c'est que les lymphocytes et les thrombopénies ont très bien répondu à la corticothérapie. Donc, c'était une cause auto-immune. Si j'avais eu une lymphopénie qui restait persistante, là, bien sûr, il faut continuer par une radio thoracique. Elle a eu un TAP, hein, là où on a découvert la splénomégalie. Elle a eu un scanner TAP pour écarter, par exemple, l'existence d'adénopathie, d'hépatosplénomégalie. C'est là où on a découvert la splénomégalie, mais on n'avait pas objectivé de TIMOM.
Par contre, si on avait bien sûr objectivé intimum, et si la lymphopénie est restée persistante malgré le fait d'avoir eu la corticothérapie, là, bien sûr, le syndrome de Good reste une bonne éventualité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Alors, on va passer à notre deuxième cas clinique. Alors, c'est aussi une patiente, donc la gène féminine est bien présente dans nos cas cliniques. Donc, c'est une patiente de 63 ans, elle est marocaine. Elle s'est présentée chez un pneumologue pour une infection respiratoire qui ne veut pas guérir. C'est-à-dire, c'est une toux chronique qu'elle traîne depuis quelques mois avec une gêne respiratoire, une dyspnée qui s'est installée. Et tout ça est associé à une fièvre prolongée. Donc, elle avait des pics à 38-38,5 pendant des mois. Donc, ça nous fait une fièvre prolongée. Lors de l'évolution de cette patiente, elle a présenté un œil rouge douloureux associé à cette symptomatologie d'allure infectieuse et on lui a diagnostiqué une uvéite antérieure. Donc, dans les investigations dont a bénéficié cette patiente, donc elle a eu une radio thoracique et elle a eu donc un scanner abdominal où on a objectivé la présence d'adénopathie. Ces adénopathies ont été biopsiées et on a trouvé un aspect de granulomatose. D'accord? Donc, vous avez également donc, son électrophorèse, sa radio thoracique à côté et l'aspect donc à l'anapathe de son granulome. C'est une patiente dans le cas critique. Dans quel cadre rentre cette anomalie et quel type, voire bien encore une fois, 10 minutes, d'accord?
Donc, on va répondre aux différents questionnements par rapport au deuxième cas clinique. Alors, on va donner la parole au porte-parole, voilà. Alors, pour l'anomalie mise en évidence par la radiothorax, c'est surtout la pneumopathie interstitielle avec élargissement médiastinal et un aspect de DDB surtout au niveau basal. Alors, quels sont les deux diagnostics à évoquer en premier lieu? On a la sarcoïdose surtout devant l'âge, la fièvre prolongée, non, c'est pas la fièvre prolongée, surtout la symptomatologie respiratoire, le syndrome tumoral, la granulomatose et l'uvéite antérieure. Quoique aussi la tuberculose doit être évoquée puisqu'on est un pays d'endémie, devant la fièvre prolongée, la symptomatologie respiratoire, la granulomatose, le syndrome tumoral et l'uvéite antérieure. Quelle est l'anomalie qui oriente le plus souvent vers un DIP? C'est surtout l'hypogammaglobulinémie. Et dans quel cadre rentre cette anomalie et quel est le type de DIP semble le plus probable? C'est surtout la granulomatose type sarcoïdose-like. Et pour le déficit immunitaire le plus probable, c'est surtout le DICV. J'ai l'impression que je dois rentrer chez moi. Vous êtes devenus des experts. Donc, on a mis deux cas cliniques pour le DICV, juste pour vous montrer que c'est le déficit immunitaire primitif le plus fréquent chez l'adulte et pour que vous le gardiez à l'esprit. Donc, très bien. Donc, on va juste rappeler les commandements. Donc, l'anomalie, c'est la pneumopathie interstitielle et micronodulaire associée à l'existence des dilatations de branches que vous avez bien vues. Donc, c'est le deuxième commandement. On a dit les dilatations de branches. Il y a une nouvelle recommandation qui dit devant toute dilatation de branches, il faut faire une électrophorèse des protides. C'est la recommandation de la British Society, Thoracic British Society, vu l'intérêt de la présence de ces déficits immunitaires, notamment dans les déficits immunitaires en anticorps. Quels sont les deux diagnostics? Bien sûr, une granulomatose. La plus fréquente chez nous, c'est la tuberculose. Et la deuxième plus fréquente granulomatose, c'est la sarcoïdose. Et on a donc plusieurs signes en faveur. Donc, la symptomatologie respiratoire, l'existence de la granulomatose histologique et au niveau donc, de l'uvéite, qui était d'ailleurs d'allure granulomatose donc, à l'examen ophtalmologique. C'est le troisième commandement. Quelle est l'anomalie qui oriente? On a dit que ce soit la tuberculose ou la sarcoïdose, ce sont des maladies inflammatoires. Donc, normalement, j'aurais dû avoir une hypergamma. Et si on revoit le tracé de madame, c'est aussi cet aspect un peu laminé des gamma-globulines. Donc, c'est l'hypogamma-globulinémie, c'est le commandement numéro 2. Et dans quel cadre? Vous l'avez bien dit, c'est la sarcoïdose-like qui peut prêter à confusion avec une sarcoïdose normale, donc notamment avec l'hypogamma-globulinémie, et elle s'inscrit dans le cadre du DICV, c'est le commandement numéro 6. Donc voilà pour le deuxième cas clinique. Si vous avez besoin d'éclaircissement ou de discuter certains points, on est ouvert. Sinon, on peut enchaîner si vous voulez. D'accord? Donc, on a un troisième cas clinique pour notre troisième groupe. Donc, voilà, c'est juste pour vous mettre à l'esprit, donc c'est cette sarcoïdose-like. Et ça, c'est deux exemples. Donc là, c'était notre patiente de 63 ans, mais c'est également le cas d'une jeune patiente où ça, ce ne sont pas nos publications, c'est des publications qu'on a trouvées dans la littérature. Donc, vous voyez là, c'était une jeune patiente de 22 ans qui avait une granulomatose avec la localisation habituelle de la sarcoïdose. Périlymphatique, interlobulaire, on aurait dit une sarcoïdose, mais c'est un véritable DICV. Et là, vous voyez donc la présence. Donc là, c'était plutôt parenchymateux. Et là, on a la présence d'adénopathie au niveau médiastinal. Et lorsqu'il biopsie, il trouve une granulomatose. Et c'est aussi un véritable DICV. Alors, notre troisième cas clinique, pour une fois, donc c'est un homme. Donc, c'est un homme de 62 ans qui se présente pour une altération d'état général et qui va bénéficier d'un bilan
notamment notre fameuse électrophorèse des protides, vous voyez qu'elle revient toujours. Donc, elle montre une A-gamma-globulinémie. Il va avoir une radio thoracique dans la prise en charge d'une altération d'état général qui va vous montrer l'aspect suivant. Et on a donc sa numération de ces populations lymphocytaires. Donc, vous voyez bien qu'il y a des anomalies au niveau de ces sous-populations. Donc, on reviendra par la suite à la vignette et voilà les questions. Quelle est l'anomalie mise en évidence par la radio thoracique du patient? Donc, une seule anomalie. Quels sont les éléments en faveur d'un déficit immunitaire primitif chez ce patient? Quelle anomalie est atypique pour un DICV? Et quel type, un seul type de DIP, si vous avez à donner un seul type, qui serait le plus probable? Donc, on va vous donner également 10 minutes, plus ou moins, pour répondre à ces questions.
Alors, on va reprendre donc nos questions avec les réponses, avec le troisième groupe. Donc, on vous écoute. Pour la première question, quelle est l'anomalie mise en évidence par la radiographie? Donc, il s'agit d'une opacité médiastinale, donc assez bien limitée, qui peut nous faire donc, évoquer un éventuel timon. Voilà, donc pour la deuxième question, quels sont les éléments en faveur d'un DIP? Donc, chez ce patient, les éléments en faveur du DIP, il y a la gamma, donc l'absence des gamma, et l'anomalie des sous-populations lymphocytaires. Donc, la troisième question, quelle est l'anomalie atypique pour un DICV? Donc, c'est l'absence des gamma totale, donc, la gamma. Et pour la quatrième question, quel est le type de DIP qui semble le plus probable? Donc, c'est notamment le syndrome de Good devant l'âge supérieur à 60 ans, devant l'aspect radiologique qui rappelle un timon, devant la gamma-globulinémie et devant les anomalies à l'immunophénotypage, donc notamment la lymphopénité et l'absence des lymphocytes B qui sont à zéro. Pour la troisième question, est-ce que vous avez une autre réponse? Quelle est l'anomalie qui est plus atypique pour le DICV? Pourquoi on ne va pas retenir un DICV chez ce patient-là? Un déficit au niveau des sous-populations lymphocytaires T. C'est le déficit, pas seulement en anticorps, le déficit en lymphocyte B. On a dit que le taux, normalement, pour le DICV, typiquement, le taux, il est normal. D'accord? Très bien, merci. Pour le groupe 3, donc on va revoir les réponses ensemble. Donc, pour la première question, dans ce tableau clinique-là, où il y a la gamma-globulinémie, où on pense à un DIP, la masse va nous rappeler le timum, sachant que ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Un lymphome, ça peut être beaucoup de masse, d'accord? Mais dans ce cadre-là, on peut penser à la présence d'un timum. Donc, c'est le commandement numéro 2. Quels sont les éléments en faveur d'un DIP? Donc, vous avez dit la gamma-globulinémie, effectivement, donc l'absence totale de production d'anticorps, le déficit cellulaire en lymphocyte B et en lymphocyte T au niveau des sous-populations lymphocytaires, c'est le commandement 2 et le commandement 8. Quelle est l'anomalie qui est atypique pour un DICV? C'est notamment l'absence des lymphocytes B, d'accord? C'est le commandement numéro 4. Quel type qui nous semble les plus probables? On revient au commandement 8, les 3 déficits immunitaires à côté du DICV qu'on a vu. On a vu le syndrome de Good, où on a une anomalie qui ne court pas les rues. Donc, ce n'est pas tous les patients qui vont nous faire un timum. Ce n'est pas tous les patients qui auront une gamma-globulinémie, notamment à un âge tardif. Le fait d'avoir donc les lymphocytes T et B perturbés. Ce patient n'avait pas de lichen cutané ou muqueux et il n'avait pas de leucopénie à ce stade-là. Donc, c'est un syndrome de Good. Très bien. Donc, on a vu 2 cas de DICV, un syndrome de Good, comme ça, vous l'aurez à l'esprit. Et on va voir un quatrième cas clinique qui est assez parlant. Donc, c'est un homme aussi, donc pour avoir la parité. Donc, on a vu 2 femmes, là, on a 2 hommes, 56 ans. Donc, lui, il y a 2 organes qui sont très malades chez lui. Il y a la peau et il y a le poumon. Donc, il fait un eczéma depuis son plus jeune âge. Donc, c'est un patient qui est connu par faire des eczémas diffuses, des abcès cutanés, des abcès froids. Il fait également des infections pulmonaires à type de pneumonie récidivante et les fameux kystes pleins de pus, les pneumatocèles, que vous voyez bien au niveau du scanner. Il a également cette fameuse image en grelot ou en halo qui nous rappelle une aspergillose pulmonaire. D'accord? Quand on l'examine aussi sur le plan squelettique,
on note qu'il y a une scoliose, d'accord? À cause des pneumopathies à répétition, il nous fait des dilatations de bronches, ce qui est tout à fait habituel après des infections respiratoires à répétition. Et quand on fait le bilan, donc, il y avait toujours à la numération des éosinophiles qui étaient aux alentours de 800 000, mais dont personne ne se souciait. D'accord? Ils se disaient, oui, c'est un patient qui fait des eczémas, peut-être c'est une allergie. Donc, personne ne se souciait des éosinophiles. Donc, c'est très important, quand on regarde une numération de la formule sanguine, de regarder toutes les lignées. D'accord? Ça peut toujours apporter beaucoup d'informations. Donc, une éosinophilie persistante, ce n'est pas normal. Donc, il faut chercher la cause sous-jacente. Quand on a demandé l'électrophorèse et le dosage des immunoglobulines, on se rend compte qu'il y a une élévation. Là, ce n'est pas un déficit des IgE, mais plutôt une élévation des IgE. Et les médecins qui se sont occupés de cet homme, ils ont trouvé une qu'on appelle le stade 3. Donc, qu'est-ce que ça vous rappelle? Syndrome d'hyper-IgE. Donc, c'est un syndrome qui peut survenir, on a dit, dans un quart des cas chez les personnes adultes, même à un âge tardif. Donc, retenez l'image du prophète Job, d'accord? Infection cutanée, pus, abcès, etc. Pus au niveau des poumons sous forme de pneumatocèle et une susceptibilité à faire des germes, soit cutanée, on a dit staph candida, et aussi fongique au niveau pulmonaire, aspergillaire. Et quand on fait le diagnostic, c'est par l'augmentation des IgE et le monde des syndromes d'hyper-IgE s'est agrandi à force de découvrir les mutations. L'une des plus fréquentes chez l'adulte, c'est la mutation STAT3. Et voilà, et toujours faire attention à l'éosinophilie. Donc, on fait attention à la lymphopénie, à la thrombopénie, à la présence d'anémie. On fait rarement attention au taux d'éosinophiles. Ça peut être aussi très important dans une démarche diagnostique. Donc, on arrive à la fin de nos cas cliniques et de notre atelier. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voyez qu'il faut, par exemple, rajouter certains commandements, faciliter un peu plus les commandements? Comment vous voyez les choses? Vous voulez intervenir? Je crois que c'était clair. Très bien. Donc, on vous met juste l'annonce du prochain congrès des déficits immunitaires qui va avoir lieu à Fès, d'accord, en novembre, où il y aura une bonne session adulte où on révisera encore une fois ces 10 commandements. On révisera aussi comment traiter ces malades. On va avoir une session par rapport aux immunoglobulines et leur introduction, leur administration chez l'adulte. Et vous êtes tous les bienvenus. Merci à vous tous.